Ah oui, à ce moment-là. Bon, c'est dans le machin. Ouais. Ah, c'est pas ça. D'ailleurs, faut que j'enregistre. Non, mais ça va aller. On va sortir. On va sortir. La semaine dernière, monsieur. Matin, non. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ces appareils électroniques. Alors, il m'a laissé d'accord. C'est juste pour que je fasse le transfert. Je mets 60. Alors, Michel, au niveau des élections, on va se préparer. On va toucher. Si vous êtes prêts, je vous propose qu'on commence. Bon, vous n'êtes pas prêts alors. Ceux qui sont prêts, lèvent la main. Bon, je vais quand même commencer, puis peut-être qu'il y aura un effet boule de neige. Bon, vous vous souvenez que la semaine dernière, j'avais commencé à essayer de penser le problème des spécificités de la rencontre clinique, comme cas particulier de la rencontre humaine, avec deux, trois particularités particulièrement centrales que je rappelle rapidement. Premièrement, d'une certaine manière, l'affiche du fait que nous sommes des psychologues cliniciens a comme effet d'autoriser une intensification de tous les messages plus ou moins conscients et inconscients concernant tout ce qui est en souffrance chez les patients. Donc il y a intensification de cet effet de transfert. Deuxième caractéristique, notre posture de clinicien nous contraint d'une certaine manière à avoir le moins de défense possible à l'égard de ces processus transférentiels, donc à intensifier notre contact avec ce qui en nous relève de l'identification narcissique de base. Et puis troisième caractéristique que j'avais évoquée, c'est que alors que dans la vie de tous les jours, un système de régulation tout à fait important est le système fondé sur la réciprocité. Je m'identifie à toi, tu t'identifies à moi, je m'identifie à toi, t'identifiant à moi, enfin, et puis c'est tantôt l'un, tantôt l'autre, que ce système-là ne marche pas. Qu'en quelque sorte, il n'y a pas de réversibilité, il n'y a pas de réciprocité de la position, même s'il y a eu des tentatives historiques. J'avais évoqué rapidement la tentative de Ferenczi et on peut dire quand même une espèce d'échec assez lamentable. Alors j'avais terminé en vous disant il va falloir donc que nous trouvions un moyen de réguler cette relation, et
c'est la question centrale de la pratique clinique, c'est comment réguler cette relation où à la fois les processus transférentiels sont intensifiés, les processus de réceptivité sont intensifiés, et en même temps, le moyen de régulation central, habituel, n'est pas jouable, n'est pas autorisé. Alors, bon, vous savez que la pratique est difficile, et vous savez donc qu'il n'y a pas de réponse miracle à cette situation-là. Mais il y a quand même une orientation qui est celle que, en quelque sorte, que les pratiques cliniques auront petit à petit inventé, découvertes, mises au point, raffinées, selon les époques. Je pense qu'il y a peut-être un mot-clé qu'on pourrait utiliser, c'est que notre réponse est une réponse qui va se faire non pas par la réciprocité, mais par la réflexivité. Et que ce que nous proposons, d'une certaine manière, s'organise autour de la réflexivité. Alors cette réflexivité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité, c'est la fonction en quelque sorte, qui consiste à tenter de refléter, de réverbérer au sujet, de lui restituer une certaine représentation de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Tout en sachant et en ayant présent à l'esprit que ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est pour partie des choses dont il a conscience, mais pour large partie aussi, en tout cas là où il y a des zones de souffrance en particulier, c'est en grande partie aussi quelque chose dont il n'a pas conscience. Ce qui nous place dans une espèce de position qui serait une position paradoxale. J'avais trouvé une formule dont j'étais assez content, donc je vous offre, vous verrez si ça vous plaît. Et la formule que je proposais, c'était que nous sommes appelés à être le miroir du négatif de l'autre. C'est-à-dire, si vous voulez, nous sommes là pour sentir le non-senti de l'autre, ou le mal-senti de l'autre. Nous sommes là pour voir le non-vu de l'autre, ou le mal-vu de l'autre. Je joue très très délibérément sur les mots. Hein. Et nous sommes là pour entendre le non-entendu de l'autre, ou le maudit de l'autre, le mal-dit, les malédictions de l'autre. Ce qui le traverse dans les manières dont il a été parlé, dont il a été aussi maudit à travers la manière dont il a été maldit. Voilà. Alors ça veut dire que ça serait une assez bonne représentation, ça, de notre fonction. Et j'insiste sur les trois niveaux, parce que je crois qu'ils sont importants. Il y a tout un niveau où, en effet, le sujet se sent mal, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne se sent pas bien, et en même temps, il sent mal ce qui se passe en lui. C'est même à un niveau, parfois, saisissant au niveau de la sensorialité. Vous baladez l'hôpital du Minatier en plein hiver, vous avez vos 3 couches avec un gros casse-colle parce qu'il fait froid dehors, et vous croisez un type, il est en petite chemisette, il est bleu, mais il n'a pas l'air vraiment d'avoir froid. Alors, on a vraiment là le sentiment que le sujet ne sent pas quelque chose de lui, y compris à un certain niveau de sensorialité. Alors en plus au niveau affectif. Des sujets qui ont des espèces de modalités comme ça de comportement dans lesquelles ils ne sont pas capables du tout d'empathiser, de percevoir quel effet ça peut avoir sur les autres. Et c'est là aussi une pratique absolument courante dans le contact avec la psychose, de se retrouver avec un patient qui vous raconte des choses qui vous font frémir, qui vous font, qui produisent en vous un sentiment d'abject ou d'horreur, et que le sujet en face vous raconte avec une espèce de tranquillité comme ça. Pas que dans le domaine de la psycho, je me souviens d'un travail avec Bernard Duplan où on travaillait sur les douloureux chroniques et où il racontait toute la clinique d'un patient douloureux chronique. Alors ce type-là, il avait fait l'Indochine, enfin bref, il avait des types avec la tête découpée à droite, à gauche, les bras qui volaient en éclat. Enfin, c'était vraiment l'horreur, quoi. Il racontait ça complètement tranquille, quoi. Enfin, il avait mal au dos, simplement, il avait mal au dos. Bon, enfin, d'accord. Mais il n'avait pas mal ailleurs, quoi. Alors que nous, en écoutant le récit de
ce qui s'était passé dans sa vie. Alors là, je ne donne que les épisodes un peu tardifs, parce que ça avait commencé par des maltraitances, etc., qui traitaient en disant, bah ouais, bah, les gamins, il faut les élever à la dure, quoi. Bah, d'accord. Voilà, effectivement, il s'était terminé avec une logique comme ça militaire, et à la dure, ça avait fini par faire voler en éclats tous ses compagnons de route. Et là, quand je dis le miroir du négatif, c'est nous qui sommes conduits à sentir ce que le sujet ne sent plus de lui. Alors c'est assez délicat d'ailleurs, parce que si vous lui dites « Oh là là, c'est terrible ce qui vous est arrivé », il va vous regarder, « Qu'est-ce que c'est que cette petite nature ?» Moi j'ai été élevé à la dure, et je sais que ça fait partie de l'humaine condition, donc ça me fait rien. Et on est dans une espèce de situation extrêmement complexe où on a à refléter quelque chose de ce que nous pressentons qu'un sujet sent ou qu'il devrait sentir et qu'il ne sent pas, et qui va, d'une certaine manière, trouver notre reflet de ce qu'il est supposé sentir tout à fait étrange. Montrer à un sujet ce qu'il ne voit pas de lui, ça aussi c'est quelque chose qui est une partie qui peut être extrêmement délicate et complexe de notre pratique. Mais par exemple, bon, vous travaillez, je sais pas moi, dans un service avec des patients somatiques. Vous avez une brave dame à qui il est arrivé plein de malheurs, qui a été opérée, etc. Et alors d'un seul coup, en plein milieu de l'entretien, hop, elle soulève ses jupes, elle vous montre qu'effectivement ça cicatrice, elle vous montre, regardez ça. Manifestement, il y a quelque chose qu'elle ne voit pas, que nous sommes conduits à voir, que nous le voulions ou pas. Mais qu'elle a besoin de nous montrer, d'une certaine manière, elle a besoin de nous montrer là où il y a une cicatrice, là où ça souffre, là où c'est inscrit dans son corps, sans du tout pouvoir empathiser que le corps d'une dame qui relève ses jupes, c'est pas qu'un corps de souffrance, c'est potentiellement aussi une invitation érotique, ou en tout cas que cette dimension-là, elle ne peut pas complètement. Alors bien sûr, le clinicien à ce moment-là détourne les yeux un peu gêné, surtout si c'est un homme, mais même du côté femme, ça fait pareil, un peu pudique, et l'autre se dit, ah, vous ne voulez pas voir, hein, vous voulez pas voir ma souffrance, vous voyez, bon voilà. Vous voyez, hein. Vous savez que c'est troisième niveau, c'est extrêmement malpoli quand quelqu'un fait un lapsus, de lui dire « T'as entendu ce que tu t'es entendu ?» Non, ça va. Normalement, quand quelqu'un fait un lapsus, au mieux, alors dans les milieux psy c'est un peu différent, mais dans la vie de tous les jours, on fait celui qui n'avait pas entendu qu'il y avait un lapsus. Pourquoi? Parce que c'est une faillite quand même de l'organisation du moi, un lapsus. Et que les gens, ils n'aiment pas beaucoup dire « Ah nana, t'as une faillite, là t'as vu, t'as une blessure. Hein, » bon, voilà. Voilà, bon. Donc, autrement dit, le tact habituel fait que nous jetons un voile pudique sur tout ce qui est montré de l'anatomie de cette dame, ou tout ce qui vient apparaître du côté de ce mal-dit de cet homme, par exemple, de cette autre personne. Donc on voit que ce n'est pas une situation si facile que ça, et en même temps, d'une certaine manière, c'est bien là que nous sommes appelés. Enfin, si les sujets viennent nous montrer quelque chose de non vu ou de mal vu ou de mal intégré chez eux, s'ils viennent nous faire sentir d'une certaine manière ce qu'ils ne sentent plus, c'est bien parce que, on peut dire plus ou moins confusément, plus ou moins consciemment, ils ont quand même l'espoir que quelqu'un entende. Je trouve que c'est une situation qu'on voit très bien quand on a, vous savez, parfois dans la rue, vous tombez sur un monsieur qui traverse la rue, qui vocifère, qui interpelle tout le monde, il est un peu SDF, il a un peu destroy, etc. Eh bien, vous remarquerez qu'à ce moment-là, la plupart des gens qui passent et qui protègent leur économie d'autoconservation font comme s'ils n'entendaient rien, comme s'ils ne le voyaient pas. Si vous vous avisez en disant « moi je suis psy, je suis quand même sensible à la détresse humaine », si vous vous avisez simplement de le regarder un peu, si vous vous avisez de lui montrer que vous l'écoutez, vous allez voir ce qui va se passer. Immédiatement, vous devenez effectivement la cible, si je puis dire, de toute son interpellation. Donc on sent bien qu'il y a chez ces sujets-là quelqu'un qui envoie un message à qui veut l'entendre, à qui peut l'entendre, à qui l'entendra,
et que toute la question, c'est effectivement qu'ils puissent trouver en quelque sorte un répondant, on pourrait l'appeler comme ça, ou un échoïsant qui va accepter de recevoir ce message. Je me souviens quand je passais au Minguettes, d'un patient qui m'était envoyé par Saint-Jean-de-Dieu, qui était un type réputé psychotique, on peut dire que ce n'était pas sans raison, mais qui était un type qui avait en même temps un énorme talent de peinture. Et un jour, il m'amenait ses tableaux. Donc, vous voyez, il venait me montrer quelque chose pour que je voie quelque chose qu'on ne voyait pas habituellement ou qu'on n'entendait pas habituellement. Et alors un jour, on commençait un peu à avoir fait connaissance tous les deux, il m'amène un tableau qui était assez extraordinaire, qui m'a beaucoup marqué. Ce tableau, c'est un tableau d'une main qui est dirigée vers la nuée des étoiles, mais d'une main tendue, quoi, un appel humain, une main, mais une main qui contient l'idée d'un appel, avec en même temps la confrontation avec un univers qui manifestement ne répond pas, n'entend rien de cette main-là. J'ai toujours été aussi beaucoup frappé par cette phrase qu'on trouve dans le mythe de Sisyphe de Camus, l'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Voilà. Bon. Alors on peut dire qu'il y a dans la psychopathologie, dans les psychopathologies identitaires, là où quelque chose de la question de l'être est franchement engagé, il y a quelque chose comme ça, quoi. Il y a quand même l'histoire d'un appel jamais entendu et on peut penser qu'il y a dans le transfert l'idée d'un espoir, d'un renouveau qu'un appel serait entendu. Alors, c'est pas évident, parce qu'en même temps qu'il y a cet appel, l'appel est blessant. C'est pas tout le monde qui peut organiser une demande. Une demande, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ça suppose d'être suffisamment costaud pour supporter d'avoir une faille sans se désorganiser. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Donc, ils ne vont pas du tout faire de demande, ils vont faire des interpellations. Et ces interpellations, ça va passer par le fait que moi, je vais très très bien. C'était le cas du patient que j'évoquais tout à l'heure, douloureux chronique. Il disait, moi, psychologiquement, je vais bien. D'ailleurs, regardez tout ce que j'ai traversé, vous voyez bien que je vais bien. Non. Mais j'ai mal au dos, par contre. Alors ça, voilà. Donc la demande ne pouvait absolument pas prendre une forme d'adresse psychologique. Elle ne pouvait prendre la forme que de quelque chose de bien matérialisé, cerné, dans le dos en plus, par derrière, quelque chose alors on avait bien quelque chose d'énigmatique, parce que ça ne se passait pas au vu, à son propre vue, il y avait quelque chose qu'il fallait voir, qu'il lui-même ne voyait pas, mais ça ne prenait pas la forme d'une demande, sauf d'une demande à support somatique. Voilà, donc on a là une première réponse en quelque sorte, la réflexivité. La réflexivité, c'est-à-dire que nous allons tenter de réguler en organisant la relation de telle sorte que nous soyons plus ou moins en mesure d'arriver à pouvoir être ce que j'appelais tout à l'heure le miroir du négatif de l'autre, c'est-à-dire de pouvoir être plus ou moins en mesure de lui restituer quelque chose qui est à la fois là, présent chez lui, et que manifestement, soit il ne sent pas, soit il ne voit pas, soit il n'entend pas. D'accord ? Voilà, donc ça, on peut dire que notre orientation elle est là. Mais vous voyez qu'après tout, c'est quand même pas déjà inintéressant de se dire que toute la réflexion sur les spécificités de la rencontre clinique nous conduit véritablement à essayer de souligner à quel point la question de la réflexivité est une question absolument centrale et essentielle à l'intérieur de notre pratique. Et comment c'est une question particulièrement compliquée, parce qu'elle est réceptivité à quelque chose qui est négativé chez l'autre. Au fond, ce qu'on appelle l'inconscient, qui est un concept théorique, la conscience n'existe pas, en tout cas c'est sûrement pas une chose, c'est un concept, c'est une manière de désigner les choses. Comment est-ce que ça se présente dans la clinique ? Bien, l'inconscient dans la clinique, ça se présente comme un non su, un non pensé, un non senti, un non représenté, c'est-à-dire comme une négativité à l'œuvre, et c'est pas très étonnant que nous soyons appelés en quelque sorte à tenter de réverbérer, de refléter quelque chose au sujet de ce qui a été négativé effectivement en lui. Alors le problème devant lequel on est par rapport à cette réflexivité, c'est que lorsque le sujet a une adresse qui a quelque chose de délibéré, de décidé, de volontaire, et
il nous appelle à un écho, il nous appelle à une forme de réverbération au miroir, mais de quelque chose dont il a conscience pleinement, qu'en quelque sorte il l'a émis. Et vous avez toute une série d'attitudes cliniques de type psychothérapeutique qui ont été développées sur cette base. Par exemple, ce qu'on appelle le rogérisme, avec toute la technique de la reformulation, c'est une reformulation. Ça ne s'attelle pas à quelque chose qui est du non formulé. Ça s'attelle à quelque... Alors, bien sûr, c'est un peu vite dit. Il est bien évident que dans la reformulation, on essaye de faire apparaître quelque chose qui n'était pas complètement clairement formulé. Mais enfin, néanmoins, on s'appuie tout le temps sur ce que le sujet dit, sur ce qu'il transmet, etc. Et c'est pas mal, et on peut faire sûrement un certain bout de chemin avec toutes ces techniques-là, qui sont beaucoup des techniques qu'on va retrouver dans toutes les psychothérapies humanistes, dans toutes les psychothérapies californiennes, etc., où on a, alors j'entends par là analyse transactionnelle, PNL, gestalt thérapie, enfin toute une série de modalités de psychothérapie psychodynamique, comme on dit, mais qui n'ont pas organisé en leur cœur le concept du transfert, et le concept du transfert de quelque chose qui est inconscient chez le sujet. Le problème, c'est que, en tout cas dans l'option qu'on a choisie ici, et on ne l'a pas choisie à Lyon 2 pour rien, parce qu'on pense que cette option-là est vraisemblablement la seule réponse possible à toute une série de psychopathologies et de souffrances auxquelles les cliniciens sont confrontés. Le problème, c'est qu'effectivement, cette dimension inconsciente, ce transfert, va avoir un mode de présence à l'intérieur de notre pratique. Et c'est bien le transfert de quelque chose qui est non délibéré. Je crois que ça, c'est tout à fait important. C'est inconscient, oui, c'est inconscient, et c'est non délibéré, c'est-à-dire, c'est pas volontaire, c'est pas... alors, vous voyez, c'est compliqué le volontaire, hein. C'est pour ça que j'ai dit pas délibéré, quoi. Parce qu'il y a bien quelque chose qui veut dans le sujet qui nous adresse un certain type de message, mais c'est pas quelque chose qui est voulu consciemment, c'est pas quelque chose qu'il a choisi de dire, ça veut en lui, si je peux dire, hein. Il y a quelque chose qui pousse et qui traverse son mode de présence, qui traverse son mode de communication, mais de manière non réfléchie, non délibérée. Alors, le problème de ce transfert, c'est qu'il se manifeste, et ça c'est une caractéristique tout à fait essentielle, il se manifeste tout le temps dans une forme d'agir. Ça peut être un agir relationnel, ça peut être un agir verbal, ça peut être un passage à l'acte ou un passage par l'acte, mais il y a toujours, hein, en allemand, la référence à la problématique transférentielle chez Freud, c'est ce qu'ils appellent l'agieren, c'est-à-dire l'agir, quelque chose qui se met en acte. Et il y a dans le transfert quelque chose de l'idée que, quand on voit Freud réfléchir sur cette question-là, que quelque chose qui n'a pas été, en quelque sorte, remémoré, va revenir sous la forme d'une actualisation transférentielle. Ça se met en acte, plutôt que de se remémorer. Si vous lisez l'article de 1914, remémorer, répéter, réélaborer, vous allez voir Freud qui va effectivement dire, ben voilà, il y a tout un travail de remémoration, on part en quête des souvenirs, en quête de l'histoire oubliée du sujet, et puis parfois, eh bien, il y a quelque chose qui ne revient pas sous la forme d'un souvenir, mais qui va revenir sous la forme d'une réminiscence, d'une reviviscence, ou qui va revenir sous la forme d'un acting transférentiel, de quelque chose qui va s'agir dans le transfert. Le sujet, dit Freud, ne se souvient pas, par exemple, d'avoir éprouvé de la honte à l'égard de sa masturbation infantile, mais lorsqu'il arrive à sa séance, il est honteux de la séance. Voilà le transfert. Il est honteux d'une séance qu'il vit comme une espèce de nouvelle édition de son onalisme infantile. C'est l'exemple que donne Freud, c'est pas ça que je le reprends, même s'il est pas nécessairement formidable. Alors, ça c'est le point de départ, c'est le point de départ de la suite. On a évoqué tout à l'heure ce qu'était notre vecteur. Notre vecteur, c'est la réflexivité. Bon, d'accord. C'est la réflexivité de quoi? C'est la réflexivité
d'un impensé, d'un inconnu, d'un insenti, d'une négativité à l'œuvre chez l'autre. Mais cette négativité à l'œuvre, c'est une négativité agissante. C'est une négativité qui va... Alors là, Jean-Luc Denet, et on a beaucoup travaillé tous les deux là-dessus, a proposé une phrase que j'aime assez, je trouve assez bien. Il a dit, il y a une pénétration agie, un aguerrend, mais ça pénètre. C'est pas quelque chose, le transfert, c'est pas quelque chose où je projette sur une surface qui n'est pas du tout entamée, une image venue d'ailleurs. C'est quelque chose qui s'empare de la situation, le transfert. C'est quelque chose qui s'empare de vous. Donc, je vous invite à continuer que pour pouvoir faire notre travail de réflexivité, il nous faut considérer la manière dont le transfert va se manifester et en particulier la manière dont le transfert va pénétrer la relation clinique. Alors on a beaucoup mis l'accent comme ça dans l'histoire, et ça c'est quelque chose que vous avez tous en tête, avec l'idée du compte-transfert. Hein. On a beaucoup mis l'accent sur le fait qu'il y avait en quelque sorte une pénétration agie de la problématique du sujet à l'intérieur de notre contre-transfert, c'est-à-dire de nos éprouvés, c'est-à-dire de nos ressentis, conscients, inconscients, parce que je pense qu'on oublie trop souvent quand même que le contre-transfert, il n'est pas conscient, il est inconscient, mais dans notre état affectif, on va dire, dans notre état affectif global. Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des groupes d'élaboration. Si ça a un sens de faire un groupe d'élaboration d'une situation clinicienne, c'est pour donner aux cliniciens l'occasion de pouvoir évoquer ce que ça lui fait que de se trouver dans telle situation clinique particulière. Il y a eu d'ailleurs à partir de ça, depuis l'article Principe de Paul Ayman de 1956, il y a eu toute une série de travaux où les gens ont dit non, non, il faut que le clinicien soit très à l'écoute de ses états intérieurs, parce que ces états intérieurs le renseignent, lui donnent des informations sur en quelque sorte ce qui se transfère sur lui. Donc il y a tout un point. Et alors bien évidemment, nous qui sommes quand même très attentifs dans notre logique de formation à cette dimension-là, on a mis sur pied, on a organisé des groupes d'analyse de la pratique pour qu'il y ait un lieu, pour que vous puissiez, dans un climat de sécurité suffisant, être à l'écoute de ce à quoi vous avez été confronté dans la situation de stage. Et bon, vous y êtes tous passés, vous y passez, vous savez que c'est loin d'être facile, vous savez que néanmoins c'est tout à fait important de voir comment d'une certaine manière, nous aussi, nous sommes traversés par des choses que nous transmettons aux autres et que nous n'entendons pas que nous transmettons, et que le groupe, avec sa multitude de petits miroirs, comme ça, va peut-être petit à petit nous restaurer, nous réverbérer, pour autant que ça ne soit pas trop violent, parce qu'il est bien évident que ce ne sont pas des lieux d'analyse sauvage, c'est pour ça qu'il y a un animateur, c'est pour ça qu'il y a des régulateurs, c'est pour éviter que ça devienne du règlement de transfert, au sens où on parle du règlement de compte. Hein. Tu transfères sur nous quelque chose qu'on a transféré sur toi, ben on va te le renvoyer avec une violence dont tu n'avais pas idée. Bon, on pourrait essayer d'éviter ça. Il y a donc, l'expérience montre que quand même chacun s'interidentifiant à l'autre, on est un peu prudent dans nos interventions sur l'autre, parce qu'on imagine que d'autres jours on y sera, et qu'on ne voudrait pas que l'autre nous fasse ce qu'on ne lui a pas fait. Voilà. Alors, bon, là, j'ai rien à en dire, si vous voulez. Là, je renvoie au groupe d'élaboration de... Enfin, je n'ai rien à en dire de plus que c'est une dimension fondamentale, que cette dimension-là, elle est clé, et qu'il n'y a pas moyen d'éviter cette élaboration. Moi, je suis de plus en plus persuadé que... nous sommes devant une situation qui est extrêmement compliquée en psychologie clinique, c'est qu'à la fois, la plupart du temps, le clinicien, il est seul de son espèce dans le service. Les éducateurs, il y en a plusieurs, mais le clinicien, il est tout seul. Et je pense que la pratique clinique ne peut pas être une pratique solitaire. Alors, ben, bien sûr, donc d'où la nécessité pour les cliniciens d'avoir des groupes d'élaboration de la pratique ailleurs, d'avoir éventuellement des regroupements de cliniciens et d'analyse intertransférentielle, ça s'appelle comme ça, pour
effectivement essayer de dépasser cette solitude de l'éprouvé. Je crois que c'est quand même très très important aussi de remarquer que c'est aussi très important que ça ait lieu en groupe, parce qu'il y a quelque chose d'un effet de communauté dans le groupe qui, à mon avis, est à peu près irremplaçable. Le problème, c'est que s'il n'y avait que ça comme pénétration agie, en quelque sorte, on aurait une réponse. La réponse, ça serait les groupes d'élaboration de la pratique. Le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué. C'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a aussi un impact du transfert sur le dispositif du clinicien. Et il y a aussi un impact du transfert sur les processus de pensée du clinicien. Alors, ça par contre, ça nous concerne plus. Enfin, ça concerne plus, quand je dis nous, on est tous concernés, mais ça concerne plus l'objet de notre rencontre ici. Impact du transfert sur la théorie et impact du transfert sur le dispositif. Alors bon, c'est pas très compliqué dans l'histoire de montrer comment, par exemple, pour garder les exemples princeps, le dispositif psychédélique, il est vraiment l'effet d'un certain type, enfin au moins à l'origine, il est l'effet d'un certain type de patient sur le clinicien. Et quand on regarde comment il s'est construit, si vous voulez, vous avez une séance tout à fait extraordinaire, c'est 2 mai 1882, je crois, quelque chose comme ça. Emile von Haen, Freud est à son chevet, il pratique à l'époque une méthode hypnotique, donc il lui pose la main sur le front, dit la première idée qui vous vient, enfin, etc. Et d'un seul coup, il intervient, il efface le souvenir, il va en chercher un autre, enfin bref, il est extrêmement actif, et d'un seul coup, Émile lui dit, ne me touchez pas, ne bougez plus, ne dites rien. Et vous avez cette extraordinaire phrase de Freud, qui est vraiment fondatrice, et Freud dit, j'y consens. Et on sent que, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui bascule. Parce qu'il consent d'une certaine manière à quitter la posture du médecin qui dit effacer ce souvenir, essayer de trouver celui-là, etc., qui est le maître à la maison, qu'il consent à abandonner cette posture pour être, alors il va le dire un peu plus tard dans une lettre en faisant un lapsus, il veut citer Hamlet et il dit, c'est dans la lettre, la fameuse lettre où il dit je crois plus à ma neurotica, je crois plus qu'il y a une théorie comme ça de l'étiologie traumatique, de toutes les pathologies. Donc il est là en train d'expliquer ça. Il dit et je me sens dans un tout nouvel état d'esprit. Il veut citer Hamlet. Alors vous savez tous, quand vous citez Hamlet, qu'est-ce que vous citez? Vous citez tous to be or not to be, that's the question. D'accord, hein? Et là, Freud, c'est pas du tout ce qu'il cite. Il cite quelque chose que vous ne trouvez pas dans Hamlet. Il cite to be in readiness. C'est-à-dire être dans un état, et readiness, c'est un état d'attente, un état de réceptivité. Donc on sent bien l'impact là aussi. Je renonce à mon savoir préalable, je renonce à mon savoir médical, je renonce à être dans la position que Lacan appelle le supposé savoir. Je renonce à être dans cette position-là et je suis prêt à écouter, à entendre ce qui va advenir, quoi qu'il advienne, et que je ne connais pas. C'est du non encore advenu, puisque ça n'a pas encore été dit. Donc vous voyez que quand on regarde ça, on s'aperçoit que, bien évidemment, le dispositif que Freud va créer, ce dispositif où il est en retrait, où on fait parler le patient avec l'association libre, c'est l'effet, en quelque sorte, de ce « ne bougez pas », immobilisation du patient. On ne fait pas de la psychothérapie en marchant en long, en large, en tout cas pas avec les hystériques. Ne dites rien, il y a de très belles pages d'André Green sur le silence
du psychanalyste et d'une manière générale du clinicien. Ne me touchez pas, il y a une espèce de phobie du toucher qui est là, présent, et tout un développement qui est de dire, ben voilà, il y a une coloration potentiellement incestueuse du toucher, donc si on veut pouvoir s'approcher de l'univers fantasmatique du sujet, il ne faut pas trop aller le papouiller, le tripatouiller, etc. N'oublions pas quand même qu'on est à une époque où on pratique l'hypnose. Et l'hypnose, on touche les patients, on met la main sur le front, on pratique un grand courant, comme dit Deleuze, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même très proche du contact. C'est très chaud l'hypnose. Hein. Quand vous regardez à peu près, vous savez que l'hypnose a été condamnée. Je vous raconte un peu une petite histoire comme ça, mais c'est quand même montrant comment le transfert est là et comment il est chaud. Les premiers praticiens de l'hypnose, alors en particulier Mesmer, à l'hôtel Bullion, à Paris. Donc Mesmer arrive de Vienne, il s'installe à Paris, ça produit un très grand mouvement, le tout Paris vient, les femmes de la cour viennent, elles viennent au baquet de Mesmer, alors il y a le baquet, on met les gens sous hypnose, etc. Et puis à côté, il y a des petites alcôves qu'on appelle les chambres de torture. Alors pourquoi? Parce que quand madame, touchée par le bâton du baquet hypnotique mesmérien, se met à faire une grande crise, on l'emmène dans les chambres de torture. Le roi trouve qu'il y a quand même beaucoup de femmes de la cour qui vont dans ces chambres de torture, et il commence à se préoccuper un peu de savoir. Alors il commande au superintendant Bailly, il lui commande un rapport, et Bailly va faire 2 rapports, un rapport officiel, où il dit ça ne fait pas de mal à une mouche, hein, l'hypnose, ça soigne sûrement pas, mais c'est pas dangereux. Et puis il fait un 2e rapport qui est un rapport secret. C'est pas dangereux d'un point de vue médical, mais attention pour les bonnes mœurs. Pourquoi? Parce que dans ces chambres de torture, il se passe des choses où l'érotique n'est pas complètement absente. Donc ça veut dire que ça chauffe l'hypnose, hein, ça chauffe, et bien ça chauffe parce qu'on touche, ça chauffe parce qu'on accompagne, ça chauffe parce qu'il y a quelque chose qui est au corps à corps. Cette hypnose-là, maintenant, il y a des hypnoses qui sont bien plus édulcorées. L'hypnose de Milton Erickson, c'est un truc beaucoup plus soft. Enfin, quand même plus soft. Donc, ne me touchez pas, ne dites rien, ne bougez pas. Immobilisez le corps pour qu'il y ait de la mobilité dans l'espace psychique. Ne touchez pas pour qu'il y ait un creusement de l'espace dans lequel le fantasme va pouvoir se constituer. Ne dites rien, il y ait cette attitude d'accueil, de réceptivité, grâce auquel l'autre va être tenté de venir loger quelque chose chez nous. Mais ça, c'est un modèle pour l'hystérie. C'est un modèle pour l'hystérie. Alors, il y a une petite variante un peu après qui va inventer. Alors, l'hystérie, il y a encore un point de la méthode dont on voit très bien comment elle est faite, parce qu'à l'époque, ce n'est pas la méthode dite de l'association libre, c'est la méthode de l'association focale. Pourquoi? Parce que les hystériques font des coq à l'âne. Au bout d'un moment, vous ne savez plus où vous en êtes. Alors, pour réduire le coq à l'âne systématique de l'associativité, et vous lisez par exemple le rêve de l'injection faite à Irma, ou vous lisez la structure même des rêves de Dorin, vous allez voir que c'est découpé par item. C'est un item, des associations, un item, des associations, un item. Donc on découpe le problème du sujet en petits morceaux et on lui demande d'associer sur chacun de ces petits morceaux. Et après, le clinicien, il fait la synthèse entre tout ça. Et en lien avec une hystérie qui surassocie dans tous les sens au point de perdre complètement le clinicien, il y a donc une procédure de maîtrise qui est mise en place dans le dispositif et dans la méthode pour contrôler en quelque sorte une associativité à tout craint. D'accord pour l'associativité, mais il ne faut pas qu'elle parte dans tous les sens parce qu'on va s'y perdre. Bon. Ça, c'est la méthode, en gros, 1893-94, et ça va jusqu'en 1906-1907. Et puis en 1906-1907, Freud a commencé à travailler avec des gens qui sont plus seulement des hystériques, mais qui sont aussi de ce qu'on appelle les obsessionnels maintenant, mais qu'on appelait des névroses de contrainte. Et si vous lisez, alors c'est le 7 mai 1907, les minutes de la Société psychanalytique de Vienne, où Freud raconte pour la première fois le Morat. Le Morat, c'est un grand obsessionnel. Eh bien, Freud dit à ce moment-là, la méthode a changé, et la méthode a changé en lien avec la névrose obsessionnelle.
avec la névrose de contrainte. Pourquoi? Parce que pour l'hystérie, on ne sait pas où ça va. Donc il faut qu'il y ait un clinicien qui soit sans arrêt aux commandes pour essayer de faire des liens, de mettre les choses ensemble, d'organiser un peu l'associativité débridée. Avec les patients de névrose obsessionnelle, on a beaucoup moins une associativité débridée, et même ce que ça fait apparaître, la névrose obsessionnelle, c'est que l'associativité, elle n'est pas du tout débridée parce qu'il y a des contraintes inconscientes. Alors avec eux, vous pouvez y aller. Vous pouvez leur dire associer complètement librement. C'est la liberté, ils ne l'ont pas. Donc ils peuvent associer de toute façon, ils ont une telle contrainte interne que ça viendra toujours sur les choses importantes et essentielles. Donc vous pouvez, vous voyez, cette dialectique qu'il y a entre le dispositif, sa méthode et la psychopathologie. Le problème, c'est qu'on en est un peu resté là. Et quand on s'est mis à travailler avec des patients qui avaient des problématiques narcissiques identitaires et pas des problématiques de type névrotique, eh bien, si vous partez sur un modèle, ne dites rien, ne me touchez pas et ne bougez pas, eh bien, il se passe quelque chose qui ne passe rien. Il se passe quelque chose qui fait qu'il ne se passe rien. Vous voulez travailler avec un ado de banlieue, toxico, un peu délinquant, etc., ne bougez pas, c'est inimaginable. Vous ne pouvez travailler avec lui qu'en marchant, au moins dans un premier temps. Ne me touchez pas, essayez de faire un accompagnement un peu appuyé avec quelqu'un qui est en fin de vie, qui est mourant, qui a à peine accès au langage. Ne me touchez pas, c'est complètement inadéquat. Ne me touchez pas avec les enfants, essayez de faire un ne me touchez pas avec les enfants autistes, avec les enfants psychotiques. Moi, je me souviens quand même d'avoir été conduit avec des patients psychotiques aux baguettes, avec une dame qui voulait se balancer par la fenêtre. J'ai été conduit à l'empoigner, à la prendre, parce que je n'allais pas la laisser dire « Oh ben, si ça fait trop de bruit, je ponctuerai à la fin la chute au sol. » Vous voyez, on ne peut pas faire ça. Donc, je l'ai empoigné. Alors, effectivement, en même temps, ça a commencé à s'érotiser. Dès que ça s'est érotisé, je l'ai posée tranquillement sur son fauteuil. Mais enfin, le plus gros était passé, parce qu'au début, elle se débattait. Et alors bon, j'avais quand même 15-20 cm de plus qu'elle, 30 kilos de plus, ça allait, donc je pouvais contenir. Bah, ça aurait été une championne olympique de lancement du poids, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais alors à ce moment-là, il faut être en groupe, il faut être plusieurs, il faut faire une thérapie de groupe. Mais je l'ai contenu physiquement. Et je vous garantis d'ailleurs au passage que l'époque, je ne dirais pas bénie, enfin l'époque où les patients étaient contenus physiquement versus les contentions de camisoles chimiques qu'ils ont maintenant, au niveau du contact thérapeutique, c'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel. Vous connaissez peut-être, vous n'êtes peut-être pas très branché sur l'histoire de l'antipsychiatrie. Mais vous aviez l'école anglaise d'antipsychiatrie avec deux grands personnages, Esterson, qui était un élève de Winnicott, avec Joe Burke, enfin il y avait toute une série de gens comme ça qui développaient une technique qui s'appelait la métanoïa, et qui consistait à dire accompagnons les patients jusqu'au bout de leur délire, parce que si on les accompagne jusqu'à ce bout-là, et qu'on les accompagne véritablement jusqu'à ce bout-là, il y a quelque chose qui va se transformer, c'est ça la métanoïa. Hein. Et puis vous aviez une technique, une autre, qui était portée par un monsieur qui s'appelle Cooper. Peut-être que c'est encore disponible dans les livres. Il a fait un bouquin qui s'appelait Au seuil, qui s'appelait Pavillon 21. Et Cooper, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va arrêter toutes les chimiothérapies et tout ça. C'était l'antipsychiatrie. Et vous savez ce qu'il a fait? Ça, c'était très malin. Il est allé recruter les dockers, les gros baraquets costauds, qui n'ont pas peur de la violence physique, qui n'ont pas peur de l'affrontement physique. Et à la place de la chimiothérapie, il a mis ces types-là, un peu placides, un peu costauds, qui n'avaient pas peur des patients. Ce qui fait que quand un patient était agité, eh bien, on ne lui faisait pas thémentilneusinant, etc., dans le cul. Hein, bon, on allait vers lui, et puis on le contenait physiquement. Et la contention physique avait un effet sédatif tout à fait extraordinaire. Bon, c'était un peu la camisole chimique, la camisole pas chimique, la camisole dite de force, qui avait cet aspect de contention.
les techniques de packing qui sont développées avec certaines formes de contention, on est dans la même lignée, c'est-à-dire quelque chose qui va contenir physiquement. Si les parents avaient à leur disposition l'idée que plutôt que de filer des gifles, plutôt que de filer des fessées violentes aux enfants, simplement quand ils sont trop agités, de les tenir et de les contenir sans leur faire mal, mais en leur faisant sentir qu'il y a quelque chose qui contient plus fort que ce qui les pousse à l'intérieur d'eux, je vais autant vous dire qu'au point de vue éducatif, c'est quand même infiniment plus intéressant. Parce que, effectivement, on peut calmer les enfants avec des douches froides, avec des gifles, avec des trucs comme ça, sauf que c'est extrêmement répressif, ça ne pousse pas beaucoup à la symbolisation. Alors que quand vous êtes arrivé à contenir un enfant physiquement, alors je parle effectivement des gamins jusqu'à 7-8 ans, après c'est de plus en plus compliqué parce qu'ils sont de plus en plus forts, c'est de plus en plus difficile, surtout que pour bien les contenir, il ne faut pas leur faire mal. La difficulté, elle est là. Si vous commencez à lui tordre le bras dans le dos, on dit ah ben là je te tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui soit une contention physique non violente. Et à ce moment-là, vous apercevez que les enfants se débattent, et puis à un moment donné, ils ont buté sur le fait qu'ils étaient contenus, et vous sentez la tension qui se relâche. Et alors à ce moment-là, c'est des moments extraordinaires pour les échanges. Parce qu'il y a les larmes qui peuvent venir, la détresse qui peut venir, l'enfant sort de cette espèce de défense par une espèce de tentative d'être tout puissant et de se heurter, de rien montrer d'autre que sa détresse. La détresse là peut venir, peut être éprouvée. Alors c'est des techniques qu'on a utilisées avec Berger sous forme de système de packing, parce que c'est des enfants qui étaient un peu plus âgés, pour des enfants hyper violents en particulier, hyper agités, hyper violents. Et avec trois séances d'1h30 de packing. Alors c'est pas le packing de Lyon avec chaud, froid, etc. C'est juste un enveloppement serré, avec les particularités qu'on avait mis en place aussi, c'est qu'on mettait à côté une psychologue qui était elle aussi enveloppée, serrée, en double. Et il y avait 3 personnes. Je veux dire que c'était un dispositif un peu lourd, mais on était confronté en particulier à un gamin qui faisait... il avait 12 ans, il faisait 80 kilos, vous le laissiez dans une pièce comme ça, 3 minutes plus tard, il avait tout dévasté, quoi. Quand ils arrivent chez Berger, il en était à son 7e ou 8e ou 9e placement, quoi. Il avait mis en échec tous les dispositifs thérapeutiques du coin. C'est d'ailleurs la spécialité du service de Berger à Saint-Étienne, il va disparaître, mais c'est bien dommage qu'il disparaisse, parce que c'était le lieu où, quand vous ne saviez plus quoi faire de quelqu'un, vous pouviez envoyer, c'était le lieu de dernier recours, si vous voulez. Et là, eh bien, là on tentait d'imaginer, de mettre au point, comment on peut trouver des dispositifs de soins. Mais vous voyez bien que ne dites rien, ne me touchez pas, ne bougez pas, c'est totalement inadéquat. Pourquoi? Parce que ce dispositif-là, il est tout à fait opérant avec une organisation psychique névrotique. Quand vous n'avez pas une organisation psychique névrotique, alors ben vous regardez l'évolution actuelle des pratiques psychosomatiques face à face. Patient borderline, face à face, groupe à médiation selon le degré de quelque chose qui va du côté de la psychose ou qui ne va pas du côté de la psychose. Si vous voulez prendre avec un protocole psychanalytique un patient borderline, j'aime autant vous dire qu'il vous faut à la fois une formation, une sensibilité extrêmement aiguë à toutes les problématiques narcissiques, et en plus, il faut accepter des aménagements du cadre. Moi, j'ai des patientes qui ont associé, planquées sous le bureau, cachées derrière un fauteuil, retournant, enfin bref, tout l'espace, en quelque sorte, de la séance est occupé. Allongez-vous et puis parlez, c'est intolérable. C'est intolérable pour un certain nombre de patients. C'est une situation traumatique. Alors après, vous pouvez, je veux dire, vous pouvez toujours faire le plus fort en disant ou vous êtes allongé ou on arrête. Ben, effectivement, quand ils sont allongés, il ne se passe rien. C'est fini. Il y a quelque chose qui n'aura jamais lieu. Il y a quelque chose qui ne viendra pas se transférer parce que vous aurez créé un dispositif anti-transfert. Alors effectivement, après, ça peut être rassurant, dire, ah, ben, j'ai bien fait d'ailleurs, regardez, il s'est calmé. Oui, il s'est calmé. Sauf que ce qu'il y avait à calmer est maintenant ailleurs, il se joue ailleurs.
la chose a finalement été assez clairement formulée par Bleguer dans un article sur le groupe, je crois qu'il a repris dans Symbiose et Ambiguïté, le groupe de l'institution et le groupe comme institution, où Bleguer signale que tous les dispositifs tendent à s'organiser en fonction de l'angoisse dominante de la psychopathologie à laquelle ils sont confrontés. Alors, l'angoisse dominante, à mon avis, c'est un peu restreint, en fonction des paramètres de la psychopathologie avec lesquels ils sont confrontés. Ce qui fait que moi, je crois que la mise au point de nos dispositifs, elle est extrêmement importante et qu'elle doit effectivement tenter d'être sur mesure par rapport à la problématique. Mais ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que, d'une certaine manière, la problématique psychopathologique des patients a un impact sur l'organisation même du dispositif. Et que avoir un dispositif standard en disant « Ah, tous les patients, on les passe tous au même dispositif. Dans tous les cas, j'ai une technique standard que j'utilise dans tous les cas. » Que ça, c'est une aberration. C'est une aberration clinique. Je pense que nous sommes conduits, mais c'est ce que nous faisons d'ailleurs naturellement. On le fait naturellement. On dit, on essaie, on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne sait pas un petit peu comment il fonctionne. On commence par dire, voilà, je vous écoute, dites-moi un peu ce qui vous amène. Et puis, vous avez quelqu'un qui ne vous dit rien, 5-6 minutes, 10 minutes, vous tentez un truc du style, pas très facile de parler. Hein. Donc, en premier temps, vous ne savez pas ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, mais... Alors, il y a une époque où on ne faisait pas ça. Il y a une époque où on restait et puis, alors, voilà, puis ça durait 45 minutes. Et puis après, il y a encore des gens qui fonctionnent comme ça, puis après, les patients, ils ne reviennent pas. Ou alors, ils vont se plaindre à la télévision, dire « il a rencontré un psy, il n'a rien dit, c'était terrible ». Ou alors, ils vont voir des cognitivo-comportementalistes qui leur font des choses, qui leur disent des choses, qui leur font des exercices, etc. Et on perd 10 ans, parce qu'après, au bout de 10 ans, ils reviennent en disant « je vais aller voir un des comportementalistes de ceci, de ceci, de ceci », et ça n'a rien fait. Ben oui, parce que ce dont ils ont besoin, c'est pas qu'on leur apprenne des techniques, c'est qu'on a besoin de leur écouter dans leur problématique de l'être. C'est quand même très très différent. Voilà, donc, moi je peux vous dire une chose, mais vous n'êtes pas obligé d'aller raconter à tout le monde que je vous ai dit ça. Hein. Si vous sentez que dans certaines situations, ça doit passer par un contact physique, et si vous vous sentez capable de ne pas trop érotiser le contact physique, n'hésitez pas. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les touche. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les entoure d'une manière. Ne le faites pas non plus systématique. C'est pas un truc à mettre à toutes les sauces. Il y a des patients qui ont besoin que vous restiez relativement discret, un peu silencieux, un peu... ça les laisse avec eux-mêmes, ils peuvent mieux se parler. Puis il y en a d'autres, il faut que vous soyez là, présent, en personne, avec vos mimiques, vos gestuels, votre expressivité. Et moi, je peux me laisser me dire, avec des patients qui leur font « oh là là, ça n'a pas dû être facile, hein !» Et puis alors je mets du stabilobos sur l'expression, je psychodramatise l'expression émotionnelle, et alors là, ils se sentent compris. Et là, oui, voilà, quelqu'un, il est chaleureux, lui, tiens. Puis il y en a d'autres qui disent « oh là là, quelle porte de prison, ce aussi, on ne dit pas un mot. » Parce que je suis pas tout le temps pareil. On peut pas être... on est tout le temps ensemble de la semaine. Bon, moi, j'ai un peu de difficulté à faire porte de prison, hein, ça vous vous en doutez. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'y arrivais mieux, mais maintenant, je fais moins porte de prison. Je fais plus un peu dans le style accompagnement empathique. Mais bon. Mais il n'empêche que c'est aussi ça, quelque part, qu'on va retravailler autour de la question du clinicien médium malléable. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse systématique, partout, pareil, pour tout le monde. C'est aussi quelque chose qui va ajuster. Alors, on ajuste le dispositif, on ajuste l'attitude technique, on ajuste quelque chose qui fait partie du dispositif, c'est notre mode de présence dans notre corps. Il faut parler, il faudra trouver un moment pour parler du corps du clinicien. Il faudra trouver un moment pour parler de la voix du clinicien. Il faudra parler un moment pour parler de tout ce que nous transmettons au-delà du strict contenu de nos phrases, que nous transmettons par notre intonation, par notre
notre dramatique, par notre mode de présence. Tous ceux qui ont fait du psychodrame le savent bien, ça. Hein, que l'impact de ce qui se passe, ben, c'est aussi étroitement dépendant de ce que nous pouvons psychodramatiser dans l'attitude corporelle, ce que nous pouvons, en quelque sorte, théâtraliser par notre mode de présence. Moi, je disais, je dis et je redis, je souhaiterais qu'on fasse faire du théâtre à tous les cliniciens. Parce que je pense que ça aiderait beaucoup. Ça en dépoisserait un certain nombre. Et que ça aiderait beaucoup à trouver le mode de liberté d'être, alors du théâtre, de la danse, enfin des choses, de la danse contact, c'est-à-dire des choses où le corps est un interprétant. Parce que nous interprétons non seulement avec nos mots, mais nous interprétons avec nos mimiques, avec notre gestuelle, avec notre prosodie, nous interprétons avec notre corps. Et quand je dis nous interprétons, c'est-à-dire que nous avons effectivement, ça transmet du sens, ça transmet des messages. Dans ma pratique de supervision de jeunes analystes, ce à quoi je suis vraiment très très sensible, c'est alors vous avez des gens, ils sont malins, mais c'est extraordinaire. Moi je suis là, je suis un peu ébahi que comment si jeunes ils comprennent tant de choses. Ils comprennent tout. Alors ils font des trucs, bah, il a dit ça, ça doit se référer à ça et ça. Moi, je suis vraiment complètement en admiration. Puis ça donne rien. Ça donne rien. Et puis vous en avez d'autres, j'ai l'impression que voilà, coup, est-ce qu'il a été formé celui-là? Pas grand-chose. Et puis, ça a des effets étonnants. Alors après vous essayez d'aller un peu plus loin, vous apercevez que ce qui va faire la différence, c'est pas au niveau de la compréhension en termes de contenu, c'est le mode de présence qui va être tout à fait déterminant. Mais vous avez des gens qui ont un certain mode de présence où, même s'ils n'ont pas compris la sophistication de la particularité d'une organisation de la scène primitive avec double retournement sur place et une posture qui ressemble un peu au missionnaire version toupie, vous dites, il n'a pas trouvé cette sophistication-là, mais dans sa torsade de mots, il y avait quelque chose qui contenait ça, et qui s'est transmis bien au-delà. Je me souviens par exemple avec le patient psychotique, quand il parlait de son père, il regardait un endroit particulier. Bon, au bout d'un moment, j'ai regardé, il n'y avait rien. Puis je me suis dit, mais si, il y a quelque chose, son père, il est là, entre nous. Alors au début, je lui parlais de son père en le regardant. Pas beaucoup d'effets. Il faut dire qu'il avait des tendances un peu hébéphréno-catatoniques. Déjà, quand il le mobilisait, c'était vraiment pas très facile. Alors, après, j'ai eu une idée. Je me suis mis à regarder le lieu, et quand je lui parlais de votre père, je lui disais « votre père », en montrant le lieu avec la main. Alors là, il regardait, et on parlait de son père qui était là entre nous. Alors, bien sûr, on est devant un truc paradoxal, c'est la symbolisation doit être une symbolisation de l'absence. Ouais, ben sauf qu'avec la psychose, si l'absence est tellement absence, il n'y a pas de symbolisation. Il faut au contraire qu'il y ait un mode de présence du symbole pour qu'il y ait un travail de symbolisation qui soit fait. Autre exemple encore, je parlais tout à l'heure de ces gens qui sont complètement frigorifiés, vous croisez dans les hôpitaux psychiatriques. Evelyn Kestenberg, qui a longtemps travaillé avec le fameux 13e arrondissement de Paris, et qui était une dame qui avait une grosse pratique de la psychose. Elle racontait un jour que, bon, elle voit un patient arriver, alors justement, le patient, il arrive en petite liquette, il était violet. Et alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, ce que je disais, c'est-à-dire la manière de dire, non pas, elle lui dit pas, je sens que vous ne vous sentez pas, elle ne va pas lui dire ça, elle va lui dire, vous n'avez pas froid. Et en même temps qu'elle lui dit « vous n'avez pas froid », elle se frotte la main en se réchauffant. Vous voyez, identification corporelle en double. Elle le réchauffe, elle lui fait ressentir le réchauffement en se frottant le bras en double de son bras qui est dénudé. Voilà, c'est ce que j'appelle interpréter avec le corps. Vous comprenez que ce n'est pas du tout pareil que si vous dites au patient vous avez une petite chemise, là vous n'avez pas froid. C'est pas du tout pareil si vous dites vous n'avez pas froid, hein, avec quelque chose qui va vers lui et qui, d'une certaine manière, commence à le réchauffer. Parce que s'ils sont tellement glacés qu'ils ne sentent plus le froid, effectivement. Donc, pénétration,
à l'intérieur du dispositif. Alors, ça va amener à un certain nombre de questions. C'est s'il y a un impact du transfert sur le dispositif, et moi je pense qu'il n'existe pas de dispositif standard valeur pour tout le monde, que d'une certaine manière le dispositif il doit être fait sur mesure. Alors bien sûr, quand vous avez des gens qui ont une bonne organisation névrotique, le sur-mesure d'une certaine manière ils l'ont à l'intérieur d'eux. Donc vous pouvez faire un cadre standard. Mais parce que la spécificité elle est internalisée. Avec les gens qui souffrent de problématiques du côté de la personnalisation, vous ne pouvez pas faire cette hypothèse. Parce que c'est comme si vous supposiez le problème résolu. C'est comme si vous supposiez, je suppose que ce monsieur a une très bonne organisation de son identité, qui est structurée de telle manière qu'il peut passer dans n'importe quel cadre standard. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une supposition fausse. C'est une supposition fausse. Et la bonne supposition, c'est qu'il doit y avoir dans la manière dont j'organise la situation quelque chose qui, d'une certaine manière, tient compte du sujet singulier que j'ai en face de moi et de sa problématique de personnalisation, de sa problématique identitaire. Alors ça peut être 3 fois rien, ça. Bon, autre exemple. Une patiente de type anorexique, allongée sur le divan, elle parle peu, elle m'anorexise beaucoup, mais de temps en temps elle dit quelque chose. Et puis alors comme ça, mais quelque chose comme 3 minutes avant la fin de la séance, avec une espèce de chronomètre interne, elle regarde pas sa montre, on dit en 3 minutes avant la fin de la séance, je peux enfin lâcher le morceau, mais 3 minutes avant la fin de la séance, elle commence à se mettre à parler et à me dire des choses tout à fait importantes. Alors au début, moi je dis, l'heure c'est l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, j'arrête. Et ça l'arrête. Alors elle est soumise, gentille, elle part, merci monsieur, séance d'après, pareil. On se retrouve répétitivement devant une particularité du mode associatif de cette patiente, c'est qu'elle commence à dire les choses essentielles 2-3 minutes avant la fin. Alors bien sûr, moi j'ai un certain nombre d'hypothèses. Je me dis, elle le dit comme ça elle est sûre que je ne vais pas pouvoir intervenir dessus. Elle me le glisse, et puis c'est une manière de me laisser le paquet, puis démerde-toi avec ça jusqu'à la prochaine fois. D'accord, j'ai des tas de... Mais vous me voyez prendre la dernière minute et me dire « Ah ben je profite que c'est la dernière minute pour vous dire que vraisemblablement vous êtes en train de me laisser le paquet. » Complètement. C'est irréel. Je ne peux absolument pas faire une intervention de ce genre. Alors je vais faire quelque chose de très très différent. Je vais ajuster. Et un jour où j'ai un peu de temps, parce que souvent j'ai des patients qui suivent, mais un jour où je sais que j'ai un peu de temps, elle fait son truc, elle commence à 3 minutes avant la fin à me raconter un bout de rêve ou un truc important, et je prolonge la séance. Et je prolonge la séance d'un quart d'heure, 20 minutes, et d'un seul coup, elle est amenée à dire, et alors, avec un certain affolement, parce que d'une certaine manière, ce qu'elle disait aussi tenait compte du fait qu'elle allait être arrêtée. Et que ça allait être freiné, alors que là, d'une certaine manière, alors vous voyez, dans l'anorexie, c'était pas mal, hein, c'était moi qui freinais et qui empêchais d'une certaine manière, c'était pas elle qui avait à se restreindre. Et là, elle a été prise, si je puis dire, au piège de l'évolution d'un dispositif qui la laisse dire. Et alors, bon, je ne l'ai pas regardé 1 heure, hein, enfin 1 heure si, mais je ne l'ai pas gardé 1 heure de plus. Je l'ai gardé un quart d'heure, 20 minutes, jusqu'à ce que j'ai eu le sentiment que ce qu'elle avait à dire arrivait à son terme. Et alors après elle fait un truc quand même, il faut l'assumer. Hein. C'est pas rien ce que j'ai fait. Surtout que là, j'ai fait, c'est pas, j'ai oublié l'heure de la séance, j'étais tellement passionné par ce qu'elle me disait que j'ai oublié. C'est pas du tout ça, c'est délibérément que j'ai prolongé. Et alors après, on a repris. Alors il faut dire que c'était une patiente qui avait une particularité, c'est que sa mère était indisponible. Il y avait 9 enfants dans la famille. C'était une mère tourbillonnaire. Elle était tout le temps en train de faire ceci, donner ceci. La gamine, on la sentait avec un élan vers sa mère, et puis je trouve la mère était déjà partie, etc. Elle était en train de faire un beefsteak au vin, etc. Donc il y avait une anorexie, en quelque sorte, de toute l'expressivité chez cette patiente, qui était liée au fait que la mère, n'étant pas disponible,
d'une certaine manière, elle l'avait jamais pour elle. Ou alors, dans de très rares moments, comme ça, à la fin du repas, elle arrivait à capter un bout de son attention. J'ai fait le lien entre les deux. Et là, d'un seul coup, je me dis, et alors je sais qu'aussi, une des choses, elle était venue me voir très délibérément. Alors, ceux qui connaissent mon bureau savent que mon bureau, j'ai des piles de bouquins de tous les côtés. Enfin, mon activité intense apparaît de tous les côtés. C'est-à-dire, elle est venue voir un analyste dont elle pensait qu'il était indisponible. Elle a été un peu surprise que je lui trouve une place. Et puis, la question, vous voyez, c'est ça le transfert. Elle va trouver un analyste indisponible comme sa mère, et d'une certaine manière, elle interroge la question de la disponibilité, de ma disponibilité pour elle. Et là, je lui montre ma disponibilité. Alors, on peut reprendre ça ensuite tous les deux. Et ça a valu, parce qu'après le problème, ça a été éventuellement que toutes les fois, il fallait prolonger. Il n'y a pas eu besoin. Pardon, il n'y a pas eu besoin parce qu'on l'a repris. Et parce que j'ai pu, d'une certaine manière, lui dire que je lui avais offert 20 minutes symboliques de disponibilité pour lui permettre de finir ce qu'elle avait à dire. Et d'une certaine manière, ces 20 minutes, alors je l'ai fait, je l'ai fait pas mal, j'étais assez content de mon boulot, et elle a compris quelque chose, et elle a croculé le moment où elle commence, enfin elle a avancé le moment où elle commençait à pouvoir parler. On a pu commencer à avoir des séances de plus en plus où elle pouvait dire ce qu'elle avait à dire. Bon. L'histoire du transfert sur le dispositif, pour que vous nous l'exposez là, je l'entends voilà, vraiment sur les enjeux de texte, de cabinet, d'analyse. Mais quand on est sur des pratiques et des dispositifs, par exemple, c'est une visite en chambre une fois, pas forcément prévue, le patient est même pas au courant qu'on va aller voir. Et en tout cas que les choses ne se répètent pas et que le dispositif, il est... Je vous ai compris. Merci. Alors, mais je vous ai compris, puis je pense que ce que vous dites est essentiel. Le drame à l'heure actuelle, le drame. Ben, moi, quand je bossais au Maguette, dans les années... fin des années 70, quelque chose comme ça, on pouvait voir les patients 2 fois par semaine, 45 minutes. J'avais du temps, j'avais des dispositifs, donc je pouvais prendre des patients psychotiques, je pouvais les voir 3 fois. À l'heure actuelle, vous voyez un patient, au mieux 4 mois plus tard, il y a un autre rendez-vous, s'il est dans la file active. Le drame devant lequel on est, c'est que si on continue, et si vous continuez de travailler avec ce modèle de l'entretien qui n'a cette structure que parce qu'il est suivi d'un autre, que parce qu'il est suivi d'un autre, que parce qu'il est suivi d'un autre, et que ça, c'est votre conception et la structure de la rencontre est organisée comme ça, dans une situation où l'autre va, vous allez le voir dans 4 mois, il y a quelque chose qui est complètement inadapté. Alors le problème, il faut changer de modèle de travail. Et donc c'est un truc qu'on a commencé à proposer un peu avec Anne Brun, on va l'essayer avec Saint-Jean de Dieu, c'est proposer un modèle. Alors par exemple, pour commencer, le modèle de la consultation thérapeutique. Alors, le modèle de la consultation thérapeutique, c'est un modèle très différent. C'est pas un modèle où vous avez une séance, puis une autre séance, puis une autre séance. C'est-à-dire une associativité qui se suit de séance en séance. C'est un modèle où vous avez une séance, 6 mois plus tard, une deuxième séance, ou pas de deuxième, ou 2 ans plus tard. Hein. C'est-à-dire que vous devez à ce moment-là considérer le moment de la rencontre clinique comme un moment qui est une pratique en soi. Et là, le modèle de la consultation thérapeutique, c'est le modèle qu'utilise Winnicott avec des enfants dans ces situations-là, puisque Winnicott, c'est un monsieur qui a une certaine réputation. On lui envoie des patients qui viennent de 300, 400, 500 km. Il les voit une fois. Mais alors, voyez par exemple, moi j'ai fait des consultations thérapeutiques aussi à une certaine époque. Parce que j'avais aussi des gens qui m'arrivaient, Roussillon, on va lui envoyer tel type, etc. Bon, pour un vivre. À ce moment-là,
je ne prévoyais pas un modèle. Moi, mon cadre, c'est je vous reçois 45 minutes et puis c'est fini. Non, c'était pas comme ça. C'était ce qui régulait le temps, c'était le processus même de la rencontre. C'est-à-dire, j'avais une hypothèse qui était une hypothèse importante, qui était que ces patients-là, sachant que c'est une rencontre unique, m'amenaient un problème particulier. Et qu'il était important que j'arrive à entendre qu'est-ce qu'ils venaient mettre au travail et faire entendre spécifiquement dans cette séance-là. Et ça durait le temps que ça devait durer jusqu'à ce que je l'entende. Et ça veut dire qu'effectivement, je ne prends pas quelqu'un 45 minutes plus tard. Je laisse une plage de temps suffisante. Quand on travaille avec Berger on a refait encore récemment une séance donc il débarque avec son équipe sur des cas qui sont en échec, d'échec. On peut passer 1h30 sur une petite séquence de quelques minutes de ce qui s'est passé. Donc autrement dit, quand on travaille ensemble, on prévoit un temps qui n'est pas défini à l'avance. On prévoit un temps qui est, on travaille jusqu'à ce qu'on est dénoué. Alors on ne peut pas non plus y passer des jours et des jours. Donc si on n'a pas compris, on reprend rendez-vous et on remet en chantier. Vous voyez, c'est un modèle différent. C'est un modèle qui est centré sur le processus de la rencontre dans un temps donné et non pas sur la temporalité longue, le différé, etc. Alors le problème devant lequel on est, que moi je vois massivement dans un certain nombre de lieux, c'est que les gens continuent de travailler avec un modèle qui est le modèle qui suppose des séries de séances, une continuité, dans une situation qui n'est pas du tout organisée comme ça. D'où l'urgence de développer les modèles de consultation thérapeutique et puis d'autres modèles qui sont qui tentent aussi de s'ajuster à ces nouvelles conditions de la pratique. Alors après, si vous voulez, vous avez deux positions. Une position qui consiste à dire on ne peut plus travailler comme clinicien dans des conditions actuelles, ce qui est vrai. Enfin, on ne peut plus travailler comme clinicien, on ne peut plus travailler comme on nous a appris qu'à travailler comme clinicien à une certaine époque. Le problème, c'est que les conditions actuelles, elles ne vont pas changer du jour au lendemain. Et c'est pas parce qu'il y a des cliniciens qui vont descendre dans la rue en disant on veut plus de séances, que ça va rien changer. Donc, autrement dit, à nous, peut-être de commencer à essayer de penser les problèmes autrement. À nous de considérer que l'unité de travail avec laquelle on a à réfléchir. Alors, vous voyez, quand vous travaillez avec consultation unique, il vous faut d'abord faire l'hypothèse que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens viennent mettre au travail quelque chose. Ensuite, il faut considérer que lorsque ce quelque chose a émergé, c'est fichtrement important de le formuler, de le reconnaître d'une manière ou d'une autre, de dire, ben voilà, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Là, on y est. Et penser aussi que vous ne pouvez pas laisser repartir les gens en disant, ben c'est là qu'on a identifié le problème, ben là, vous pouvez rentrer. Qu'il faut qu'il y ait aussi, qu'on pense qu'il va y avoir nécessairement un temps de fermeture. On va clore les bancs. Le banc. Il va y avoir un moment où il faut qu'il se prépare. Je le vois même avec une de mes patientes actuelles qui a des séances. Elle pleure, elle est désorganisée sur le divan. Bon, ce que je fais, c'est que 3-4 minutes avant la fin, je lui dis, vous voyez, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment décisif. Je ne dis pas, bon ben c'est fini, alors on arrête, et puis j'attends, debout à côté d'elle, je vous ai entendu, tu te dépêches. Je ne fais pas du tout ça, je lui dis, ça ne va pas tarder d'être l'heure, il faut que vous commenciez à vous préparer à partir. Alors elle prend le mouchoir, elle essuie ses larmes, elle s'assied, elle me fait... Je lui dis, alors j'ai toujours un petit mot de lui dire, oui, c'est pas facile, ça a été intense. Hein. Ah bah oui, alors... Donc, puis au bout d'un moment, hop, elle se lève, elle a un sourire, hop, et on peut y aller. Prépare la fin. Je considère que c'est... Et ce travail de préparation, si vous voulez, c'est tout... Alors, on en parlera si on a du temps, parce que là... Mais je pense que je trouverai un moment pour vous parler du concept de besoin du moi. Parce que c'est ça notre travail, c'est aussi
de quoi ce moi-là, cette personne-là, ce sujet-là, de quoi il a besoin pour pouvoir faire son travail d'élaboration et d'intégration de son expérience. Donc j'essaye de penser quels sont les besoins de nous. Elle est là, elle a besoin, son moi a besoin que je puisse accompagner chacun des temps de ce processus. Ce qui fait que j'ai... c'est pas très compliqué, c'est pas... J'accompagne, par exemple, ah bah oui, ça a été intense. On n'est pas dans une interprétation... je veux dire, je vous garantis que j'ai fait mieux dans ma vie comme interprétation que « oh ben ça a été intense ». Mais elle a besoin de ça. Hein, vous comprenez, c'est pas d'une complication extrême, sauf que si c'est pas là, c'est un défaut. Parce que si c'est pas là, ça veut dire qu'elle est toute seule avec ça. Alors que si simplement je témoigne du fait que c'est difficile, bah, moi, elle part avec moi en quelque sorte et je l'accompagne. Bon. Alors, c'est bon là? Est-ce que c'est suffisamment explicite? Avant qu'on se sépare quand même, je voudrais vous dire quelque chose concernant... parce que c'est quand même un problème important. À partir du moment où on fait l'hypothèse qu'il y a une pénétration agie de la problématique transférentielle dans le dispositif, et que donc le problème pour nous, c'est d'aménager le dispositif de telle sorte qu'on donne une certaine place à cette pénétration agie, parce que si on crée un dispositif où il ne peut pas y avoir pénétration agie, ça veut dire qu'on crée un dispositif anti-transfert. Si on crée un dispositif anti-transfert, il ne faut pas s'étonner qu'il ne se passe rien. D'accord? Parce que c'est à partir de la mobilisation transférentielle qu'on travaille. Alors donc, tout le problème, c'est le bricolage, c'est le terme qui convient le mieux, le bricolage, alors, excusez-moi, mais c'est le bricolage au sens noble. Lévi-Strauss, le bricoleur. Si vous voulez, je vous envoie un texte de Lévi-Strauss sur le bricoleur. Puis vous l'envoyez à tout le monde. Enfin, c'est comme vous voulez. Oui. Je le fais que si vous me demandez. Si vous ne me demandiez pas, je le fais pas. Si vous pourriez, s'il vous plaît, avoir l'extrême amabilité de nous faire passer ce merveilleux texte de vous demandez bien. Hein. Voilà, donc je vous l'enverrai. Voilà. Donc, le bricolage, c'est quoi le bricolage? C'est quoi? C'est quelque chose qui tient compte de l'hypercomplexité des problématiques dans le champ des relations humaines. Du fait qu'on est tout le temps dans des situations singulières, qu'il y a bien sûr quelques grands modèles standards, mais l'ajustement, la personnalisation, c'est ça le bricoleur. Le bricoleur, c'est celui qui n'a pas une fenêtre toute prête à mettre dans un HLM standardisé, mais il se retrouve avec une maison un peu ancienne, un peu de guingois, et puis il est obligé de faire des ajustements de tous les côtés pour que la fenêtre tienne, pour que ça, il n'y ait pas trop d'air qui sort. Voilà. C'est ça. Le bricoleur, c'est celui qui, au jour le jour, essaye d'ajuster sa maintenance, c'est un très beau terme, la maintenance, sa maintenance de l'espace à partir d'un certain nombre de petites choses qu'il s'agit de faire. Nous avons à bricoler des dispositifs. Alors après, on peut le faire en disant bah, je bricole, quoi. Ou on peut essayer de le faire en disant est-ce qu'il n'y a pas un art du bricolage du dispositif? Ou plutôt, mine de rien, quelle que soit la manière dont on bricole, quelles sont les choses qui doivent être importantes que nous avons à prendre en compte dans ce bricolage? Alors, je vous en propose trois concepts. Et puis on les commentera un peu longuement la semaine prochaine, si vous voulez bien. Premier concept, c'est que notre dispositif, c'est un concept sine qua non. C'est-à-dire, si c'est pas présent, rien n'a lieu. Ça doit être un dispositif attracteur du transfert. Le processus transférentiel, c'est un sujet qui émet quelque chose d'inconscient, d'impensé, d'insenti, etc. en lui. Eh bien, notre dispositif, il doit contenir quelque chose qui dit, eh bien, tu peux venir le loger. C'est ça l'attracteur. Il nous faut être
attractif du processus transférentiel. Il faut que notre dispositif soit attractif. Alors, l'attractivité du dispositif, c'est pas tout le temps la même chose. Avec quelqu'un qui a eu une mère emmerdante, tout le temps sur son dos, intrusive, etc., s'il arrive et qu'il a un analyste ou un clinicien qui toutes les 2 minutes il dit mais alors ceci, mais alors ceci, mais alors ceci, et qui vient mettre le nez dans son truc, c'est pas attracteur ça, enfin, c'est trop attracteur si vous voulez. Donc le patient va prendre la fuite, parce qu'il ne sait pas ce qu'il... Donc à ce moment-là, ce qui est attracteur, c'est quelqu'un qui est suffisamment neutre. Et c'est un dispositif qui est suffisamment neutre, qui n'a pas... comment ça s'appelle, l'origine du monde, juste en face des patients. Vous savez que le tableau a appartenu à Lacan. Je ne sais pas où il l'avait mis exactement, mais je trouve que juste en face du divan, quand même, ça donne à l'origine une présence, mais une forme un peu trop directement particulière. Alors, petite nuance, donc il faut que notre dispositif comporte quelque chose qui soit attractif. Je vous avais dit, il y a un processus hallucinatoire dans la réactivation du transfert, et cette hallucination, il faut pouvoir venir la loger quelque part. Eh bien, l'attractivité, c'est l'espace que nous proposons pour que l'autre vienne loger quelque chose de son processus transférentiel. Le problème, et en particulier quand on travaille avec la psychose, c'est que si c'est trop attracteur, si ça ressemble trop, je disais tout à l'heure à propos de le clinicien intrusif avec une histoire bien intrusive, si c'est trop attracteur, il y a quelque chose qui colle et on ne peut plus dégager le processus transférentiel. On ne peut plus dégager ce qui s'est passé. Ça ressemble trop en quelque sorte. Donc il faut être attracteur, mais d'une manière d'attirer le transfert de façon à ce qu'il soit en même temps utilisable. Woody Allen a un film qui s'appelle Escroc mais pas trop. Là, ça serait attracteur mais pas trop. Doser l'attractivité. Bon, alors ça c'est bien. Première fonction, donc on commentera ça un petit peu longuement la prochaine fois. Deuxième propriété, si on veut que les choses soient utilisables, justement, pour comprendre quelque chose, il faut qu'elles soient attirées, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui les condense, qui d'une certaine manière permette de les voir à la loupe, qui d'une certaine manière permettent de les mettre en évidence. Donc c'est intéressant quand il y a cette espèce d'effet de condensation. Un dispositif, c'est un attracteur, c'est un condensateur. Le Rorschach, un dispositif comme ça. Le Rorschach, c'est un attracteur des aspects énigmatiques de la vie psychique. Vous montrez une planche à quelqu'un, qu'est-ce que c'est exactement, vous lui demandez de l'examiner, de l'organiser, etc. Vraiment, c'est un attracteur de représentation inconsciente. C'est bien ça un test projectif. On se méprend en mettant l'accent sur la projection. Comme si, bien sûr que le sujet projette, mais il projette parce que nous lui proposons une planche, nous lui proposons un attracteur, nous lui proposons un espace à organiser, à penser. D'accord. Mais en même temps, on n'a pas énormément de temps, on a 10 planches pour étudier le mode de fonctionnement psychique d'un sujet. Donc il faut que chacune des planches, ça ne soit pas un tout petit fragment de la vie psychique qui soit là, mais ça soit un morceau suffisamment consistant pour qu'il y ait une condensation, qu'on cerne quelque chose de véritablement consistant chez ce sujet-là. Donc, attracteur, condensateur. Et puis il y a une troisième propriété qui est intéressante aussi, dans la mise en évidence, l'utilisation en quelque sorte de ce qui vient se transférer, c'est que le processus doit être aussi un révélateur.
on attracte, on condense, mais il faut que ça montre quelque chose. Il faut que ça puisse entraîner la conviction de quelque chose. Il faut donc qu'il soit en même temps, qu'il soit à la fois un condensateur et en même temps un révélateur, mais au sens du révélateur photographique, du révélateur où on met le négatif et on fait apparaître la photo à partir du négatif. Voilà, donc on reprendra un petit peu ça la semaine prochaine. Et puis après, on essayera d'aller encore un peu plus à fond dans l'analyse des dispositifs. Et alors après l'analyse des dispositifs, je vous proposerai que nous réfléchissions sur la disposition d'esprit. Comment on est à l'intérieur de nous-mêmes. Merci. Votre demande, c'était que j'envoie un mail pour vous le rappeler, c'est ça?